Bon, j'ai regardé, bah, tiens, je vais aller, demain je vais aller en Italie. Alors il partait comme ça sur les routes, en stop. 3 jours après, je recevais sa carte d'identité, dans une enveloppe. Je dis, j'en ai plus besoin de ma carte. Je m'en sers plus. C'est ainsi que Frédéric parcourt des dizaines de pays. Il s'appelle Hugues, Jimmy, Marc. Il est espagnol, allemand ou américain. Il se fait passer pour un amnésique ou un sourd-muet. Il raconte qu'il est mineur, qu'il a été battu et violé. Tout pour attirer l'attention, voire la pitié. Nous n'avons pas pu suivre tous ses chemins. Tout au plus avons-nous retrouvé sa trace, ici et là. Comment s'appelle ce garçon? Michael, Jürgen, Kevin, François ou encore Pedro? Quel âge a-t-il? 13, 14, 15 ou 20 ans? Au fil des semaines, il a changé des dizaines de fois de nom, de prénom, d'identité. En 1995, il était invité sur un plateau de télévision pour parler de sa vie et de sa recherche d'amour. Il a 20 ans. Mais enfin, tu comprends bien que tu ne vas pas pouvoir rester un enfant toute ta vie en même temps. Ah bah oui, c'est le problème. C'est incroyable. Je veux dire, quand vous voyez un petit garçon marcher dans la rue, vous le voyez perdu, vous allez aller vers lui, vous allez lui tenir la main, vous allez dire qu'est-ce qui se passe, où tu es. Moi, je vais être perdu, je vais crever de froid dans la rue, je vais crever de faim. Personne ne va venir me tenir l'épaule et me dire bon, bah, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu penses que tu as tant besoin d'amour? Pourquoi tu cours sans arrêt après cet amour? J'ai envie de vous dire, Frédéric Bourdin, il n'a pas d'amis. Qu'est-ce qu'il recherchait? Bon, on a dit que c'était un problème affectif. Il recherchait de l'amour, mais pas du tout. Je lui ai posé la question plus d'une fois, parce que je lui ai dit, écoute Doudou, bon, tu dis que tu n'es pas aimé et tout ça, bon. Et moi aussi, j'étais comme toi étant jeune, je n'étais pas aimé. Bon, ben, cherche une femme, hein, qui pourra t'aimer, et puis, ben, tu seras aimé. Le conseil du grand-père n'a eu que peu d'effet sur Frédéric. Il a parcouru presque toute l'Europe, il parle 5 langues, et du fin fond de sa prison, il continue à réclamer de l'amour et de l'attention. J'ai commencé à mentir très jeune, il n'y a pas d'explication pourquoi. Après je me suis jamais arrêté. C'est comme si j'étais né pour mentir. J'ai grandi dans le mensonge. Pas seulement moi qui ai menti, on m'a menti aussi. Je crois que je suis sur le point d'abandonner. Parce qu'il y a trop de souffrance, ça fait trop mal. Je veux dire, c'est dans moi. Personne ne peut le voir en dehors, mais c'est dans moi. C'est une souffrance. C'est comme si vous souffrez de la leucémie ou du sida. C'est la même chose. Vous vous considérez comme quelqu'un de malade? Oui. Malade d'amour. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas rester avec ma famille. Je ne peux pas continuer à me faire passer pour un mineur pour toute ma vie. Je ne peux pas continuer à visiter toutes les prisons d'Europe après avoir visité tous les foyers d'Europe. Je ne peux pas continuer à mentir. C'est la dernière explication qu'il nous livre. De lui, nous garderons aussi cette dernière image. Frédéric Bourdin, salué au passage par les autres détenus et souriant avant de retourner dans sa cellule. Avec plus de questions que de réponses. Guylaine Chenu, bonsoir. Bonsoir. C'est une histoire hallucinante que vous avez découvert, je l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure que votre enquête avançait. Absolument, et d'ailleurs on a l'impression d'avoir vu une petite partie de la vie de Frédéric Bourdin. On a vu essentiellement la partie américaine qui est la plus incroyable de sa vie jusqu'à maintenant. Alors ce qu'on sait de lui finalement, c'est qu'il a eu une centaine d'identités. On sait qu'il a des rôles qu'il a interprétés qu'il préfère, si je puis dire, c'est-à-dire le rôle du sourd-muet, de l'amnésique, de l'enfant abusé, violé, battu, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il était en Allemagne, quand il était en Italie, en Espagne ou en Suisse? Ça, on ne le sait pas. Lui seul le sait. Et on a l'impression que Frédéric Bourdin reste un étranger pour sa famille d'abord et pour tous ceux qui veulent l'approcher. Peut-être d'ailleurs parce qu'il est d'abord un étranger à lui-même. Étranger, peut-être aussi un cas d'école pratiquement pour les psychiatres, les psychanalystes.
En effet, d'ailleurs, Frédéric Bourdin le dit lui-même, il dit « Je suis un cas, je suis malade, j'ai besoin d'aide, je veux être soigné ». Alors pour avoir quelques clés, nous sommes allés voir une psychothérapeute qui a visionné le reportage et qui nous a aidé à mieux comprendre Frédéric Bourdin. Je vous propose de l'écouter. Il semble que dans l'histoire de Frédéric, il y ait du mensonge partout et que personne ne soit à sa place. Le père ment avant de disparaître, il ment sur son identité. Frédéric est élevé par ses grands-parents à la place de l'être par ses parents et qui plus est avec l'accord de la justice. Et tout ça nous donne quoi? Ça donne un garçon de 5 ans qui fabule et personne ne lui met de limite. Un garçon qui tape sur sa mère et personne ne lui rappelle sa place et celle de sa mère. Et la mère n'arrive pas à faire autre chose que de lui donner des coups. Et il y a quelque chose qui est encore plus grave que ça, c'est que le grand-père, il semble qu'il y ait une complicité avec lui. Parce que, en fait, le grand-père, qui est au courant de toute l'histoire, nous l'apprenons, ne met jamais le haut là. Il ne lui dit jamais, tu es en train de faire des choses très graves, arrête-toi. Au contraire, il semble en être pas mécontent. Il y a une espèce de satisfaction à pouvoir nous dire que son petit-fils est doué pour la parole et que lui, l'est pour l'écriture. Et tout ça est en fait un gâchis absolument extraordinaire parce qu'on a vraiment l'impression que c'est parce qu'on n'a pas permis à ce garçon de pouvoir être quelqu'un et d'avoir une identité que maintenant il est condamné comme ça à jouer, à être absolument tout le monde et n'importe qui. Oui, donc là c'est la responsabilité des parents qui est mise en avant. Il y a une dernière question, Guylaine. Vous avez réalisé ce reportage avec Pascal Steleta il y a à peu près un mois. Vous avez eu dernièrement des nouvelles de Frédéric ? Oui, lors de son transfert d'une prison à une autre, il a pu nous appeler, nous dire où il en était. Donc il est toujours au Texas, mais il est maintenant dans un pénitencier aménagé pour des longues et des moyennes peines. Il a par ailleurs rempli un dossier de transfèrement et c'est l'État du Texas aux États-Unis qui va décider si le prisonnier Frédéric Bourdin terminera sa peine au Texas ou alors s'il pourra venir la terminer en France. La réponse, pas avant 1 an. Merci Guylaine. Merci. Scandale sur l'Olympe, l'idéal olympique trahi, les pots de vin du CIO. Les qualificatifs n'ont pas manqué pour dénoncer la corruption dans un monde qui se voulait pur et au-dessus de tout soupçon. Pour comprendre ce qui a bien pu se passer au sein du comité olympique, 2 équipes d'envoyés spéciaux ont enquêté sur l'argent des Jeux. La première s'est rendue à Salt Lake City, qui doit accueillir en 2002 les Jeux olympiques d'hiver, la ville par laquelle le scandale est arrivé. La seconde est partie à Lausanne, où siège le CIO. Dans les 2 cas, le constat est évident, il y a décidément quelque chose de pourri au royaume de l'Olympisme. Reportage signé Olivier Galzi, Agnès Molinier, Emmanuel Beck et Dominique Bonnet. Victoire écrasante pour Salt Lake City, la ville accueillera les Jeux en 2002. 3 ans plus tard, un homme au cœur du système olympique dévoile les dessous du vote, puis se tait, rattrapé par la loi du silence. Je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Mais pourquoi c'est l'omerta chez vous? C'est oui, quoi? Oui. Plus de 14 millions de francs en argent, en cadeaux, en voyages, en bourse d'études. 14 membres au total auraient été achetés. Les têtes tombent. Moi, je me crois parmi les victimes. Je crois que toute cette affaire est montée. L'onde de choc atteint l'édifice olympique, jusqu'à sa tête. C'est la crise ouverte dans un monde fermé. Les membres en question ont violé leur serment olympique et trahi la confiance placée en eux par la famille olympique. Salt Lake City, Utah, 1,5 million d'habitants. Une ville habituellement sans histoire, connue pour son lac salé, ses Mormons, et désormais ses Jeux Olympiques. De retour en direct pour parler au monde entier du scandale olympique. Cette étonnante histoire qui secoue la planète. Tom Barberi, 28 ans de radio, n'avait jamais vu cela. Pour lui, cette affaire olympique, c'est une bombe internationale lâchée sur la ville. Pensez-vous que Salt Lake City est victime ou coupable dans cette affaire? Les deux. Je pense qu'on est victime parce qu'on a été prisonnier d'un système. Mais on est aussi acteur parce qu'on a joué le jeu, alors qu'on aurait pu dire « Attendez une minute, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Nous ne pouvons plus faire ça. » Mais on a laissé faire. Vous savez, pour danser le tango, il faut être 2.
We'll be back. This is the Barbieri Show. Acteurs ou victimes, difficile de rencontrer les responsables désignés dans cette affaire de corruption. Plusieurs membres du SLOC, le comité chargé d'organiser les Jeux à Salt Lake, ont dû démissionner à la suite du scandale. Parmi eux, Dave Johnson, ex-numéro 2 de l'organisation, nous l'avons retrouvé chez lui. Bonjour, Monsieur Johnson. Je suis de la télévision française, je fais une enquête sur les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut se voir quelques minutes? Non, je suis désolé. Il y a des enquêtes en cours, je ne peux pas parler. Vous n'avez rien à dire? J'aurai des choses à dire, mais pas maintenant. Quand? Je le ferai en temps voulu. Et maintenant, je vais vous demander de partir. Si vous ne le faites pas, je vais appeler quelqu'un pour vous y aider. C'est une propriété privée ici. Autre personnage clé de l'affaire, Tom Welsh. Il était président du comité de candidature de Salt Lake avant d'être démissionné pour une affaire de mœurs. Au cœur du scandale, il a quitté la ville avant d'accuser dans une interview « Tout le monde savait, rien n'était secret dans notre budget. » Au départ de l'histoire, 6 bourses d'études accordées aux enfants des membres du Comité international olympique. Officiellement, l'université dit ne pas en être informée. Pourtant, voici ce qu'une simple visite au guichet des inscriptions nous a permis de vérifier. Sibuzizo, S-I-B-U-S-I-S-O. Sibuzizo Sibanzi est le fils de l'un des représentants africains du CIO. Je peux pas vous donner d'informations sur cet étudiant. Pourquoi? Il ne le souhaite pas. Il a dit que vous ne pouviez pas me donner d'informations. Il ne veut pas. Personne ne peut sans son autorisation. Et vous ne savez vraiment pas pourquoi? J'en ai aucune idée. C'est juste une demande de sa part. Une inscription payée par le comité de candidature de Salt Lake. En tout, la ville a ainsi généreusement versé plus de 2 millions de francs de bourses d'études à travers le pays. Autre moyen de s'attirer les faveurs de l'Assemblée olympique, les soins médicaux gratuits pour les membres et les amis. Facture totale pour ce seul hôpital, 85 000 francs. Joint par téléphone, un responsable de l'établissement nous a confirmé ces informations. C'est Tom Welsh qui nous a appelés. Il était alors le directeur du comité de candidature. Il nous a parlé de 3 personnes originaires du tiers-monde qui avaient besoin de soins et qui n'avaient ni les moyens de les payer, ni la technologie pour le faire chez eux. Et il ne vous a pas dit que c'était des membres du CIO? Non. Enfin, on se doutait qu'il y avait un rapport, mais on n'en savait rien. Parmi les bénéficiaires de ces soins médicaux offerts, Jean-Claude Ganga, membre congolais du CIO, le seul qui accepte de nous parler. Il a lui-même été soigné pour une hépatite C à l'hôpital de Salt Lake City. Est-ce que vos proches ont bénéficié aussi de ces remboursements médicaux? Mes proches, non. Il y a eu ma belle-mère. Quand M. Tom Welsh est venu à Brazzaville, il a vu ma belle-mère qui ne pouvait plus marcher, qui était là assise, il fallait qu'on la transporte pour aller aux toilettes. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, elle a un genou qui ne marche plus. Il a dit, nous avons un hôpital qui a inventé le genou artificiel dans le monde. Moi, je vais inviter la belle-mère pour qu'elle vienne se faire soigner à Salt Lake City. Pheasant Hill, panorama imprenable sur la plaine. Là encore, Jean-Claude Ganga a su profiter de ses amitiés olympiques à Salt Lake. Il a réalisé 330 000 francs de plus-value entre l'achat et la revente de ces terrains. Monsieur Ganga, est-ce que vous avez voté pour Salt Lake City? Oui, j'ai voté pour Salt Lake City parce que j'étais convaincu qu'ils étaient de loin la meilleure candidature. Est-ce que vous avez pensé à tout ce qu'ils ont fait pour vous être agréable? Non. C'est pas les premiers. Vous savez, je suis dans le sport international depuis 40 ans. Partout où je vais, je suis très bien reçu. Et dans la famille olympique, on est toujours bien reçu. Ainsi, déjà en 90, dans la déclaration fiscale du comité de candidature de Salt Lake, une ligne de crédit de plus d'1,5 million de francs est réservée uniquement
aux cadeaux et divertissements. Browning, fabricant d'armes dans la région depuis plus d'un siècle. Une tradition locale, une bonne idée cadeau pour les chasseurs du CIO. Problème, chaque pièce coûte ici 5 000 francs en moyenne, 5 fois plus que la valeur autorisée pour un cadeau olympique. Pourtant, le comité d'organisation des Jeux a commandé ici plusieurs armes. Des achats que l'on retrouve dans les archives de la société. J'en vois 9. Je vois 9 commandes d'armes. Pour quelle période? Entre 91 et 97. Et vous saviez à qui elles étaient destinées? Non. En tout, le comité de candidature a donc dépensé plus de 60 000 francs d'armes en cadeaux. Sans compter cette commande particulière réservée noir sur blanc au président du comité international olympique lui-même et envoyée à un certain Goran Takac, consultant bien connu des milieux olympiques. C'est un cadeau personnel de M. Tom Walsh à moi-même. Lui étant chasseur, moi étant chasseur, ayant développé une amitié assez proche qui n'avait rien à voir avec le président Samaranch ni avec les cadeaux qu'il recevait lui. Donc ce n'était pas destiné au président, mais à vous personnellement? Absolument. Le président Samaranch a pourtant reconnu avoir 2 armes Browning. Reçu partout comme un chef d'État, sa fonction l'autorise à recevoir des cadeaux, même de valeur. Certains sont ici, au musée olympique de Lausanne. Nous avons voulu vérifier si les fusils étaient bien là. Le conservateur nous a conduits dans les réserves où s'entassent un siècle de cadeaux protocolaires. Alors, ceux de Salt Lake City, ils sont chez le président. Si vous faites référence au célèbre fusil, ils sont là-bas, ils ne sont pas chez nous. Si vous faites référence au cadeau Nagano, on vous en a sorti un là, on vous en a sorti un autre là. C'est des cadeaux que le président a reçus pendant les Jeux à Nagano. Le conservateur nous montre ces cadeaux par unique souci médiatique, car des doutes planent aujourd'hui aussi sur Nagano. Les archives du comité de candidature ont brûlé, et avec elles, le contrat qui le liait avec l'agence de Goran Takac. Lui en a gardé un double et nous assure qu'il n'avait rien de différent de ce qu'il fait depuis 20 ans. Du marketing essentiellement olympique, c'est sa spécialité et c'est presque une affaire de famille. Son père est un proche conseiller de Samaranch. Vous, personnellement, vous n'avez jamais proposé d'acheter des voix? Jamais. Ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas dans le domaine de nos activités. Ce que nous disons à tous les clients, c'est que nous vous garantissons que vous aurez une candidature dont vous n'aurez pas honte. Plus facile d'avoir une bonne candidature quand on loue les services d'agents bien introduits. En 1994, Salt Lake City a directement rémunéré un spécialiste du lobbying arabe, ainsi qu'un membre dirigeant de l'Association des comités olympiques d'Asie. Coût total pour les 2 prestations, près de 640 000 francs. Avec cette affaire, le fonctionnement opaque de l'olympisme est mis au jour. À Lausanne, à peine plus d'1 mois après la découverte des largesses de Salt Lake City, le CIO a terminé son enquête. Une enquête interne menée par certains de ses membres pour sanctionner d'autres membres. Ces conclusions seront tenues secrètes jusqu'au dernier moment. Le Lausanne Palace, véritable annexe du comité olympique, là où séjournent la plupart de ses membres. Nous y avons rencontré l'homme par lequel le scandale a éclaté, Marc Hodler, un baron du CIO. Le premier, il a accusé certains de ses confrères d'être achetables. Il a dénoncé un système sur lequel des rumeurs couraient depuis longtemps. Dans Salt Lake City, nous avons trouvé la trace. Les autres ont détruit toutes les traces. Mais Salt Lake City, pour nous, était un cas extraordinaire parce que les preuves sont là et nous avons les chiffres, nous avons les noms. Ça n'a pas fait plaisir que vous parliez? Non, certainement pas, non. Certains n'avaient pas plaisir, mais il y en a d'autres qui m'ont remercié. Enfin, le président Samaranch en personne vient annoncer les décisions du CIO, attendues dans le monde entier. Car depuis le début du scandale de Salt Lake City, les langues se sont déliées. Le système d'achat de voix atteindrait d'autres villes. Les sanctions tombent, un blâme, 3 compléments d'enquête et 7 propositions d'exclusion.
Les actes d'un certain nombre de membres du CIO et du comité de candidature de Salt Lake City ont été inappropriés et étaient clairement contraires aux directives et politiques de notre organisation. Dick Pond dirigeait la commission d'enquête. Cet avocat canadien est aussi le principal responsable de la vente des droits de retransmission télévisée. Ce poste stratégique, où se négocient des milliards de francs, fait de lui l'un des hommes les plus en vue pour remplacer Samaranch. Mais la succession du président n'est pas encore pour cette fois. Je ne pense pas à quitter le CIO dans ces moments. Je crois que j'étais dans le très bons moments. On a vécu de très bons moments dans ces dernières années. Maintenant que nous sommes dans une tempête, je crois que le capitaine, il doit rester dans le bateau. Ancien haut fonctionnaire franquiste, ex-patron d'une des plus grandes banques d'Espagne, Samaranch est un habile homme de pouvoir. Pour couper court à toute critique, il en appelle à un soutien sans faille. Les membres du CIO devront voter la confiance les 17 et 18 mars. Ils devront aussi se prononcer sur l'exclusion de 5 membres. Le Congolais Jean-Claude Ganga, le Malien Lamine Keïta, l'Équatorien Agustín Arroyo, le général Gadir, soudanais, et le Chilien Sergio Fantini. 4 ont déjà démissionné, la Finlandaise Pirjo Hagman, le Kenyan Charles Mukora, le Libyen Bachir Ataraboulsi et David Zibanze du Swaziland. Pour eux, la messe est dite. Mais à Salt Lake City, l'histoire continue, car il faut maintenant organiser les Jeux. Temple Square, lieu sacré de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, en clair, les Mormons. Elle regroupe plus de la moitié des habitants de Salt Lake City, omniprésente jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Ces deux piliers sont la rigueur et la morale. Autant dire que le scandale des Jeux Olympiques n'a pas laissé cette communauté indifférente. Je n'aime pas du tout cette histoire. S'ils ont vraiment été corrompus, je pense qu'ils devraient être mis à la porte. Ce n'est pas bien d'être corrompu. On avait vraiment l'occasion de montrer au monde ce que Salt Lake City était exactement. Et là, c'est complètement raté. Même si notre Église n'a rien à voir avec tout cela, je pense que le simple fait de participer aux Jeux serait une sorte de compromission dans cette affaire. Aussi, je ne crois pas que je serai bénévole aux JO, comme je pensais l'être au départ. Un boycott des Jeux par les Mormons serait un désastre pour l'organisation qui attend 20 000 volontaires en 2002. Sur cette question, l'Église est embarrassée. Certains de ses membres sont en effet impliqués dans le scandale. Pour le moment, nous n'avons pas décidé de boycotter les Jeux. Mais que les choses soient bien claires. Les décisions qui ont pu être prises par des membres de notre Église au sein du comité de candidature sont des décisions qui relèvent de leur seule responsabilité de citoyens. Ils ne représentent pas l'Église. Alors bien sûr, on est déçus, très déçus, parce que c'est vrai, ce qui s'est passé ne correspond pas aux valeurs morales qui doivent être celles de nos membres. Réunion de circonstances pour le très mormon gouverneur de l'Utah et son équipe, Mike Leavitt. Son point de vue, Salt Lake City est la victime d'un système qui démarre à Lausanne. Pourtant, quand on lui demande son avis sur une éventuelle démission de M. Samaranch, il répond « C'est une décision qui appartient au CIO. » Le gouverneur n'aime pas les vagues. Il s'est d'ailleurs déplacé pour rassurer les sponsors qui menacent de s'enfuir. À ses côtés, l'un d'entre eux l'a donc accompagné pour réaffirmer son soutien. Caméra oblige, il est venu un chèque à la main, 5 millions de dollars d'acompte, comme le symbole d'un nouveau départ. Symbolique aussi la visite amicale de l'ancien président du SLOC démissionné. Mais quand nous voulons lui parler, le chargé de communication l'engage gentiment à quitter les lieux. À Salt Lake City, la transparence n'est pas encore parfaite. Monsieur le gouverneur, pour la télévision française, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici exactement? Écoutez, pendant le processus de candidature, des choses se sont passées.
qui ne correspondent pas aux valeurs de notre communauté. Cela n'a pas commencé ici, mais ça doit finir ici. Il y a au CIO un petit coin sombre de corruption qui a entraîné des gens de chez nous. Et maintenant, on fait tout ce qu'on peut pour s'en débarrasser et pour aller de l'avant. Mais vous étiez dans le conseil d'administration du comité de candidature. Comment se fait-il que vous n'ayez rien vu? La question se pose en effet. Et la question se pose aussi pour tous les autres membres du conseil d'administration, au premier rang desquels Madame le maire. Elle a aussi participé activement à la candidature de la ville. Elle a aussi voté les budgets du comité. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'étais pas au courant de quoi que ce soit d'illégal ou de quoi que ce soit qui ait pu paraître inapproprié pendant le processus de candidature. Pourtant, de la même couleur politique, cette conseillère municipale est devenue l'ennemi juré du maire. Et si elle a décidé de se saisir du dossier olympique, c'est pour en dénoncer le manque de transparence. Je pense que les gens qui contrôlaient le comité de candidature savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour que personne d'autre n'en soit informé. Ils ont tout fait pour le cacher. J'ai moi-même posé des questions à l'époque et on m'a menti. Maintenant, je vois vraiment la famille olympique d'un autre œil. C'est-à-dire ? C'est une mafia. C'est la famille la plus corrompue que j'ai jamais rencontrée. C'est très dur ce que vous dites là. Oui. Nous sommes au Winter Sports Park. C'est ici que se joueront les épreuves de bobsleigh et de saut. Le vent du scandale ne semble pas avoir atteint les montagnes. Les gardiens du site préfèrent se concentrer sur les travaux, même s'ils disent ne pas être surpris par les affaires. Bien sûr, nous savons que ces pratiques existent dans le business international. Mais c'est cela dont on parle. Du business, pas du sport. Alors c'est dommage que cela se soit passé ainsi, mais maintenant, nous, on essaie de se concentrer sur le sport, sur les sites et sur les athlètes. C'est pour cela qu'on est ici. Les Jeux Olympiques, un business en effet au coût prohibitif. Le budget total pour Salt Lake City dépasse les 8 milliards de francs. Bien sûr, c'est la ville et les sponsors qui payent. Le CIO, lui, se contente de répartir les bénéfices, comme on peut le voir dans ce contrat. 10% des recettes lui reviennent de droits et surtout 40% des droits télévision. Il s'agit ici de plusieurs milliards de francs. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde sérieusement, sans qu'il y ait des a priori, mais qu'on regarde sérieusement qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de négociation des droits de télévision, de négociation des droits de sponsoring. C'est là qu'on doit regarder s'il y a des gens qui gagnent vraiment de l'argent sur le dos du Comité olympique international. Sion, dans le canton du Valais en Suisse, près de Lausanne. Candidate malheureuse face à Salt Lake City, la ville postule à nouveau pour accueillir les Jeux d'hiver de 2006. Comme ses concurrentes, elle va inaugurer les réformes promises par le CIO. Les membres ne devraient plus être autorisés à visiter les sites. Ce jour-là, le comité reçoit des journalistes sportifs.